Bienvenue sur l'Onironaute, le podcast qui explore nos capacités cérébrales et oniriques. Moi, c'est Pierrot, parolier, auteur de blog, de livres pour enfants. J'interviens aussi auprès de personnes traumatisées crâniennes et cérébrolésées pour des ateliers d'écriture et d'éveil cérébral. Oui, j'ai bien dit éveil cérébral. Et par ailleurs, et surtout, je suis chercheur et auteur en hypnose ludique. La liberté, c'est comme des clés. Il ne s'agit pas d'en avoir beaucoup, mais d'avoir au bon moment celle qui va ouvrir la bonne porte. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de liberté, surtout à 3 niveaux particuliers, que sont la liberté affective, la liberté professionnelle et la liberté créative. Alors, commençons par la liberté affective. Comment on la préserve ? Bon, on va dire maîtriser ses émotions déjà, ne pas être esclave d'un sentiment, ne pas mettre tout en œuvre pour pouvoir rester dans un sentiment comme on le fait des fois. Des fois, on veut absolument rester dans une certaine mélancolie ou dans une certaine joie. Les émotions sont par nature changeantes, alors c'est pas la peine ni d'essayer de tout comprendre et de réaligner tout son modèle de représentation du monde en fonction d'elle, ni d'essayer de la garder. Émotion, ça vient du latin emovere, qui signifie mouvement. Ne l'oublions pas. Quand il n'y a pas de mouvement, il y a stagnation. Et un petit peu comme l'eau, quand ça stagne, c'est pas très bon. Ça commence à sentir un peu mauvais. Alors comment on la nourrit, cette liberté affective ? Pierrot ? Par la culture, par l'usage de matériaux fictionnels véhiculant des émotions. Oui, là je viens de dire des mots très compliqués juste pour dire livre, film, poésie, rap, jeux vidéo, contes, fables, voilà, tout ça quoi. Quand vous gérez vos sentiments par votre consommation de ce genre de choses, vous avez un rapport un peu de quelqu'un qui a un petit peu du recul sur les émotions, sur les sentiments. Et vous allez gagner en expérience avec ça, parce que vous allez apprendre à vous détacher un petit peu de ce qui nous meut dans la vie. Après, rien ne remplace l'expérience personnelle. On est d'accord que votre liberté affective, vous allez aussi la gagner avec vos expériences concrètes sur le terrain avec les gens, quoi. Donc c'est aussi votre capacité à prendre des risques. Qui dit expérience dit liberté, forcément. C'est un petit peu l'avantage qu'ont les vieux, c'est de gagner en expérience et de gagner en liberté. Il faut quand même qu'on ait un petit peu des avantages à vieillir, parce que sinon c'est pas juste. Alors comment on la protège, cette liberté affective ? On la protège en nourrissant la paix, j'ai envie de dire. Ben oui, la paix, PAIX. Il faut savoir que les conflits sont quand même des catastrophes pour la liberté affective, pour notre propre espace de liberté. On ne peut pas prendre ça à la légère. Quand il y a un conflit qui se manifeste dans votre vie, eh bien, vous devez le régler ça, le traiter la chose. C'est pas possible qu'un conflit se reproduise tous les 3 jours, toutes les semaines, de manière récurrente. C'est qu'il y a un problème. À un moment donné, il faut se mettre autour de la table et la personne avec qui on est en conflit, il faut avancer, quoi. Il faut régler ça, il faut que ça évolue, parce que c'est vraiment c'est pas possible, quoi. Perso, moi, quand je m'embrouille avec ma compagne, après, je peux plus bosser, quoi. Je perds toutes mes perspectives, tous mes plans, mes objectifs. Je suis paumé pendant parfois plusieurs jours. Alors, c'est pas seulement dans la manière qu'on a de réagir qu'on va se garantir une certaine liberté affective. C'est aussi dans notre capacité à proposer, à être force d'initiative. C'est notre manière d'alimenter la relation qui va nous donner plus d'espace de liberté dans nos rapports affectifs avec les autres. Voilà, la liberté affective aussi, ça peut être la jalousie, quand on entretient un rapport un petit peu toxique avec la suspicion et l'idée que l'autre peut-être ne nous dit pas la vérité ou nous trompe. Et enfin, quand je parle de liberté affective, moi ça me fait beaucoup penser à la communication non violente, la CNV. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est super intéressant à étudier. Et
notamment aux 4 accords Toltec. Alors, j'ai pas les références, je saurais pas vous raconter l'histoire des Toltec, s'ils ont existé ou pas, j'en sais rien du tout. Ce que je sais juste, c'est que cette pensée-là, ces conseils, ces quatre phrases, 4 conseils sont tout à fait simples à comprendre et tout à fait valables. Et quand vous les mettez en application dans votre vie, dans vos rapports de communication avec les autres, c'est très très efficace. Donc je recommande, c'est la qualité. Ensuite, je voulais vous parler de la liberté professionnelle. Comment on la préserve, cette liberté professionnelle? Dans l'idéal, il faut faire un boulot qui nous plaît. Il faut être son propre patron, il faut savoir s'aménager du temps pour soi, ne pas être l'esclave de son emploi du temps professionnel. C'est trouver des bons compromis sur l'emploi du temps, sur des choses comme ça. Parce que préserver sa liberté au travail, ça ne veut pas forcément dire ne pas travailler. Par exemple, pour les femmes à une époque de l'histoire, travailler, ça a été une libération. Ça a été un droit qui a été acquis. Ça permettait à des nanas de plus vivre sous l'autorité de leur mari dans leur foyer et de rencontrer d'autres gens, d'avoir d'autres activités, d'être un petit peu plus épanouies et libérées. Aussi, quand on débute dans la vie, qu'on vit encore chez ses parents, des fois on trouve un travail et ça va nous permettre de payer un petit loyer et d'aller habiter ailleurs et de commencer à voler de ses propres ailes. Mais dans tous les cas, on peut la nourrir, cette liberté professionnelle. Mais en faisant comprendre aux autres ou à nous-mêmes, quand on est son propre patron, encore une fois, que notre productivité a besoin d'espace de liberté intentionnel, décidé, volontaire, que c'est un besoin. Comprendre aussi que tout dépend du contexte. Dans certains cas, faire du télétravail, ça va augmenter notre liberté professionnelle, alors que dans d'autres cas, c'est l'inverse. Par exemple, quelqu'un qui bosse chez lui en télétravail ou pour son propre compte, il va peut-être augmenter sa liberté professionnelle en louant un bureau ou en allant travailler à l'extérieur. Un salarié, il va peut-être augmenter sa liberté en acceptant de faire des heures sup qui vont lui permettre de partir en vacances plus vite, par exemple, ou en refusant de faire des heures sup dans un autre contexte. Vous voyez, ça dépend un petit peu. Moi, je me souviens d'une petite anecdote. J'avais trouvé du taf dans une association où j'étais documentaliste. Donc, à l'époque, j'avais déjà quelques années derrière moi où je bossais dans la musique. Donc, j'avais mes propres horaires, ma propre façon de gérer mon temps. Et un jour, j'étais arrivé dans les locaux où je bossais, genre 2 heures avant, dans l'idée que j'allais devoir partir 2 heures plus tôt ce jour-là, ce qui me semblait absolument pas poser aucun problème, ça me semblait tout à fait logique, mais ma directrice, elle était très très étonnée et elle trouvait pas ça du tout logique, puisque en fait, selon elle, j'étais censé arriver à une certaine heure et repartir à une certaine heure, donc voilà, j'avais plus trop l'habitude du monde du travail un petit peu classique. Il faut prendre en charge sa propre liberté professionnelle. Et quel est le meilleur moyen pour prendre ça en charge? C'est de le faire avec les autres. C'est de s'unir. C'est sans doute, jusqu'à preuve du contraire, la meilleure solution qu'on a trouvée pour protéger sa liberté professionnelle. C'est de participer à un syndicat. On peut assister à des réunions, lire des mails, ou en tout cas être dans un dialogue, dans un échange avec les autres sur notre liberté professionnelle et nos droits. Enfin, troisième aspect de la liberté que je voulais partager avec vous, c'est la liberté créative. Alors la créativité, plus on s'en sert, plus on en a. C'est un état d'esprit, c'est une façon de voir le monde. C'est presque l'expression même de la liberté, selon moi. La liberté créative, ça part de l'imaginaire. C'est fait avec de l'imaginaire. C'est qu'est-ce qu'on va s'autoriser à rêver ou pas. C'est ça qui va déterminer la liberté créative qu'on s'accorde ou qu'on ne s'accorde pas. Dans le monde d'aujourd'hui où l'économie fonctionne de plus en plus autour de l'information est le truc qui se vend le plus et qui s'échange le plus dans le monde, notre créativité, du coup, est de plus en plus importante. Soit pour apporter de la valeur, soit pour mieux le vivre, ce monde, justement. C'est déjà pas mal de mieux le vivre.
Alors, je fais partie de ceux qui pensent que la créativité n'est pas du tout une histoire de dons ou de patrimoine génétique ou de disposition particulière. On a tous vraiment une créativité fantastique, infinie. Et la différence effective qui va se faire entre des personnes créatives ou non créatives, c'est dans l'usage qu'elles vont avoir de ces immenses ressources. On parle de pratique, de passion, de curiosité, d'audace, mais aussi d'envie, d'exploration de ses propres capacités créatives et cérébrales. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence. Il n'y a pas des gens qui sont dépourvus de créativité. C'est juste des gens qui utilisent moins ces fonctions cérébrales-là. Alors comment on la nourrit, cette fameuse liberté de créativité ? Eh bien, justement, il y a un excellent bouquin, très simple à lire, assez fun. Là, c'est les maisons d'édition, vous savez, c'est les livres de poche en rouge. Comment ça s'appelle déjà ? C'est les J'ai lus. Libérez votre créativité de Julia Cameron. Elle préconise la pratique quotidienne de l'écriture. Mais alors, l'écriture en mode quasiment écriture automatique, c'est-à-dire le délire, c'est que vous écrivez sur une feuille de papier ou sur un ordi ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Vous sortez tout de la tête, ça ne doit être lu par personne, même pas par vous. Elle recommande même pas de se relire. Il faut qu'il n'y ait aucun jugement. Il faut pas se dire ouais, c'est intéressant ou c'est pas intéressant de dire ça. Il faut pas réfléchir, il faut écrire. Le faire si possible tous les jours. Et c'est une espèce de méthode hyper puissante pour la créativité. Personnellement, je l'ai mise en application pendant plusieurs années. J'ai commencé à faire ça en 2016 suite à la lecture de ce livre. Pendant presque 2 ans, j'ai écrit tous les jours au moins une page dans un éditeur de texte, ce qui est assez conséquent. Et ça m'a fait un bien fou à mon cerveau. C'est vraiment mécaniquement se sortir les idées de la tête. Inconsciemment, quand on l'a écrit, on s'en est un petit peu libéré. C'est comme si on faisait de la place à l'intérieur de la tête, concrètement. Donc je vous recommande d'appliquer cette méthode. Vous n'êtes même pas obligé de... Si vous me faites confiance, vous n'êtes même pas obligé de lire ce bouquin. Vous pouvez directement passer à l'action et utiliser l'écriture comme un moyen d'augmenter votre créativité et aussi votre liberté de mouvement, j'ai envie de dire, dans vos espaces de créativité et d'inventivité dans votre vie. Et ça, c'est bon. Et puis évidemment, nourrir sa liberté de créativité, c'est s'instruire, se laisser captiver et happer par des histoires, dans des livres, dans des films, dans des séries, dans des jeux vidéo. Voilà, c'est la culture, quoi, les amis, la culture avec un immense C, un immense U, et je vais pas vous faire toutes les lettres du mot culture, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est la culture dans le bon sens du terme. Je ne sais pas si ce terme a un mauvais sens du terme, il en a un sans doute, mais là c'est vraiment dans le sens de l'éveil, du savoir, de la connaissance, de la fiction, de la narration, du rêve, du trip, du délire, et tout ça. Donc nous à Honigate on fait même de l'hypnose fictionnelle, c'est-à-dire de l'hypnose non thérapeutique, qui est justement une proposition d'un nouveau format pour un petit peu partir à l'aventure de nos capacités créatives, de nos espaces de liberté dans le monde des idées, dans le monde des rêves et tout ça. Comment on la protège, cette liberté de créer ? Là, ça va être une histoire d'entourage bienveillant ou pas. C'est vraiment une histoire d'organisation personnelle de la vie et de répartition du temps avec les gens avec qui on vit tous les jours, les gens avec qui on partage des obligations et des responsabilités. La question un petit peu sale qui dérange un petit peu, c'est est-ce que notre créativité génère des revenus ? Est-ce qu'elle participe à une autre liberté qui est la liberté financière ? Dans ce cas-là, pas de problème. Si ça participe, tout va bien. Mais
En même temps, c'est vraiment rarement le cas. Donc à moins d'être rentier ou ermite, on ne peut pas négocier d'activités créatives non rentables avec son entourage sans faire un petit peu, au minimum, quelques compromis. Et là, il faut faire la part des choses parce que les autres doivent comprendre aussi que la liberté de créer, c'est un besoin fondamental et que d'y accorder du temps régulièrement et suffisamment, c'est vital. Donc, les autres doivent le comprendre, mais nous, on doit le comprendre que c'est pareil pour les autres aussi. C'est qu'ils ont eux aussi un espace de liberté, de créativité dont on doit prendre soin. Pour moi, la créativité, c'est un peu mon principal outil de travail en vrai. Et je considère que c'est un droit fondamental pour tout être humain. C'est un droit qui, de fait, est plutôt bien accordé aux enfants, de par leurs besoins en apprentissage, mais qui devrait tout autant être considéré comme précieux et fondamental pour chaque adulte sur cette planète. Je suis pour un droit à la liberté de créativité. On peut appeler ça comme ça, mais si vous avez d'autres propositions, je serais ravi de vous lire. Voilà, donc vous l'aurez peut-être deviné, la liberté, ça fait partie de mes valeurs fondamentales. Et ce que j'ai trouvé de mieux en matière de liberté de toute ma vie, c'est les mondes imaginaires. C'est la capacité qu'on a à se représenter des réalités alternatives, fictionnelles, la capacité à s'inventer des histoires, des parcours, des lieux, des personnages, des espaces oniriques. La liberté de penser, selon moi, c'est la première et peut-être même la dernière des libertés. Quand je dis la dernière des libertés, je pense au fait que les pires tortures qu'on puisse faire sur des êtres humains vont mettre en péril cette liberté de penser. Ça va être effectivement la privation de sommeil, l'endoctrinement, la torture psychologique, le lavage de cerveau. Voilà, ce genre d'horreur qu'on peut hélas constater encore de nos jours. Alors, depuis que je fais des expériences oniriques, les expériences oniriques, c'est des sessions que je me fais avec un timer de 15 ou 20 minutes où je vais faire comme une sorte de rêve volontaire, où je vais faire de la conception imaginaire grâce à l'auto-hypnose pour vivre un truc particulier. Depuis que je fais des expériences oniriques, j'ai l'impression mais vraiment d'avoir une genre de baguette magique, une clé miraculeuse, une espèce de joker, un atout, une cape d'invisibilité d'Harry Potter, un truc qui peut me servir presque n'importe quand, n'importe où. En cas de coup dur, en cas de difficulté, en cas d'ennui, j'ai l'impression que je peux toujours juste fermer les yeux et m'évader dans cet espace de liberté hyper précieux qui est vraiment génial. Par exemple, quand vous avez des enfants en bas âge qui ont du mal à s'endormir, vous êtes parfois amené à rester à côté de votre enfant pendant un temps qui peut s'avérer être très long. Et donc vous avez un peu rien d'autre à faire que de rester là à attendre. Et là, vous pouvez par exemple fermer les yeux et vous faire un petit trip onirique dans la tête. Moi, par exemple, j'adorais me faire un peu du surf ou du skate ou des reprises de volée de malade ou un toboggan de 6 km de haut. Ouais, je me faisais un petit kiff comme ça dans ma tête en attendant que ça ronfle un petit peu et que je puisse partir reprendre mes activités. Mais c'est un truc que vous pouvez faire aussi en attendant le train ou dans toutes les situations d'attente où vous ne serez pas regardé de travers parce que vous fermez les yeux. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait fermer les yeux dans plein de situations. Si on vous regarde de travers, vous ne le verrez même pas, donc c'est pas grave. Alors pour conclure et pour pas faire forcément une belle phrase de fin parce que tout simplement je n'ai pas de belle phrase de fin, je vais juste avoir une petite pensée pour tous ceux qui sont enfermés, privés de leur liberté physique à travers le monde,
Peut-être écouteront-ils ou tel ce podcast un jour. J'espère qu'ils y trouveront un petit peu de réconfort. Voilà, c'est la conclusion. Elle est pour eux et pour elles. Il y a beaucoup à faire en fermant les yeux. Il y a un petit espace de liberté qui est toujours là et que personne ne pourra vous prendre et qui s'agrandit quand on y porte son attention. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast de l'Onironaute. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter sur le site onigate.com. Ça s'appelle la lettre de l'Onironaute. Je vous l'envoie une fois par semaine et ça permet de garder le contact. À bientôt, j'espère que vous vous régalez autant que moi je me régale à faire ces podcasts. À la semaine prochaine.